Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin. Une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, le chef de l'édition de Nice Matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Sébastien Olaran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains de Breil-sur-Roya, conseiller départemental. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va commencer par des questions d'actualité. La France a été le premier pays à inscrire lundi le droit à l'avortement dans la Constitution. Considérez-vous, comme beaucoup, que c'est une avancée historique? Je pense que c'est un beau symbole. C'est une façon de réaffirmer notre attachement à ce droit pour les femmes de disposer de leur corps. Je pense que cette mesure, en revanche, n'a pas d'autre utilité que symbolique, parce qu'elle ne fera pas avancer réellement les droits des femmes. Et par ailleurs, je pense qu'on a finalement assez peu de droits fondamentaux qui figurent dans la Constitution. Est-ce que ça ne peut pas ouvrir la porte à une sorte de course, course à l'échalote pour modifier la Constitution, pour y inscrire tous les droits fondamentaux qui aujourd'hui n'y figurent pas? C'est le risque. Cela étant dit, sur le plan symbolique, je pense que c'était intéressant de réaffirmer ce principe-là. Concrètement, si vous aviez été parlementaire, député ou sénateur, est-ce que vous auriez voté en faveur de cette inscription? J'aurais hésité. Oui, je pense que j'aurais voté pour, parce que c'est un symbole extrêmement important, et même si en France je pense que ce droit-là n'est pas menacé, ça peut être un message fort envoyé à destination d'autres pays. Frédéric. Mardi, la tête de liste aux élections européennes de votre parti, François-Xavier Bellamy, est invité sur BFM TV. Je vous propose de le regarder et de l'écouter. Mais si vous aviez été député, est-ce que vous auriez voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution? Qu'est-ce que cette réforme va changer à la vie d'une seule femme en France? C'est ça la question qu'on peut se poser. Est-ce que vous auriez voté... La question, c'est vous auriez voté oui ou non? Non, moi j'aurais voté non, mais comme beaucoup de parlementaires, les Républicains, qui ont considéré que cette évolution ne pouvait pas constituer l'occasion de changer concrètement les choses. LR est le parti dont le plus grand nombre de parlementaires se sont opposés à cette inscription de la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire sur ce parti ? C'est tout à fait compréhensible. Les Républicains sont le parti qui est héritier du gaullisme, qui a créé ces institutions de la Ve République. Et les institutions, telles qu'elles sont rédigées, la Constitution, pose essentiellement des principes d'organisation des pouvoirs publics. C'est pas un catalogue de droits, c'est pas la Constitution des États-Unis. Donc je comprends cette réaction-là. J'ai fait quelques études de droit, et je pense aussi que c'est pas forcément une bonne chose que de venir inscrire des droits dans la Constitution. Cela étant dit, si le sujet est sur la table, je trouve pertinent de voter favorablement, parce que voter contre, ça pourrait être interprété comme une remise en cause de ce droit. Or, c'est certainement pas le sujet. Mais d'un point de vue de juriste, je comprends bien que cette inscription pose des difficultés. Alors, sur un tout autre sujet, l'ouverture tant attendue du tunnel de Tende est une nouvelle fois repoussée. Vous pensez raisonnablement qu'elle pourra avoir lieu quand ? Je ne sais pas. Je serais extrêmement surpris si cette ouverture pouvait survenir avant la fin de l'année 2024. Là, on parle de septembre plutôt ? Voilà, au départ c'était octobre 2023, ouais. C'était une promesse qui avait été prise, y compris par les plus hautes autorités de l'État. Puis ensuite on nous a parlé d'avril, de mai, de juin 2024. L'entreprise demande un nouveau report en septembre. Et globalement, l'état d'avancement du chantier nous laisse penser que ça pourrait être encore reporté au-delà. Qui est responsable ? Ceux qui sont responsables, c'est ceux qui sont en charge de ce chantier, c'est-à-dire l'ANAS, qui est le maître d'ouvrage, l'opérateur italien des transports, l'entreprise également, qui a malgré tout accepté un marché avec des clauses contractuelles, et elle est censée remplir les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de ce marché. Je souhaite d'ailleurs que si les délais ne sont pas tenus, et c'est déjà le cas, il y ait des pénalités qui soient appliquées conformément au marché. Et puis c'est aussi la responsabilité des autorités, des élus français et italiens, qui sont les financeurs, et à travers eux, bien sûr, tous les contribuables français et italiens. C'est qu'il y a une vraie responsabilité de l'État face à ces retards. Qu'est-ce que vous demandez précisément aujourd'hui à l'État ? Moi, j'ai entendu un principe qui me semble assez simple, à plein d'occasions, c'est celui qui paye, qui décide. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sont les contribuables qui payent et que c'est l'entreprise ou le maître d'ouvrage qui est l'ANAS qui décide. Et moi, ça ne me convient pas. Donc je demande à l'État, et en particulier à l'État français. J'ai rien à demander à l'État italien, c'est un État souverain, mais en revanche que nos représentants à l'échelle gouvernementale tapent du poing sur la table et fassent en sorte que les engagements qui ont été pris
par les Italiens qui ont la maîtrise d'ouvrage du chantier soit tenue. Parce que c'est une situation qui est invivable. Le président de la République est venu dans la Roya, il a pris des engagements très forts au lendemain de la tempête Alex, et ne pas débloquer cette situation du tunnel de Tende, c'est finalement aussi entraver le redémarrage de l'économie et du développement de la vallée de la Roya. Vous avez aujourd'hui des interlocuteurs, des réponses, des échanges au sein du gouvernement ? Non. Non, et on a globalement l'impression qu'au niveau gouvernemental, personne ne s'empare réellement de ce sujet. Alors on a une commission intergouvernementale à laquelle les maires pendant des années n'ont jamais été conviés. Depuis quelque temps, on a un petit temps pour pouvoir intervenir. On a juste le temps de s'énerver, de pousser un coup de gueule. Et puis ensuite, ils se réunissent entre eux et ils font toujours absolument ce qu'ils veulent entre l'ANAS et l'entreprise. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas, vous, de moyens d'action. Exactement, on se sent totalement impuissant sur ce chantier qui pourtant conditionne vraiment la reprise économique de la vallée de la Roya, et on a le sentiment effectivement que les élus locaux sur ce dossier-là sont méprisés, on n'a aucune information, chaque fois qu'il y a un nouveau retard annoncé, c'est dans la presse italienne qu'on l'apprend, et les élus sont toujours les derniers à avoir les informations, alors même que c'est nous qui rendons des comptes à la population. On en est aujourd'hui à un point assez simple, où les élus n'osent plus dire quoi que ce soit à propos du tunnel de Tende, parce que on n'a plus la moindre garantie que les promesses qui nous sont faites seront tenues, et on ne veut pas nous-mêmes perdre toute crédibilité vis-à-vis de nos électeurs. Et la population vous le reproche, à vous ? Non, les électeurs comprennent que c'est un enjeu qui nous dépasse largement. Mais bon, malgré tout, nous, sur ce dossier, on a engagé notre parole. Octobre 2023, c'est un délai qu'on a affirmé. Il y a des gens qui attendent, ont créé des commerces en se disant, bientôt, on va avoir le tunnel de Tende et ça va participer à mon modèle économique. Et quand ils ont appris ce report, ils se sont pris une claque dans la figure. Et aujourd'hui, leurs activités peuvent être menacées. Donc, on a une responsabilité, même si les électeurs ne nous en feront pas le reproche, on ne peut pas dire des choses qui ensuite seront démenties par les faits. Vous demandez que le ministre vienne des Transports, Patrice Vergrit ? Il y a beaucoup de membres du gouvernement italien qui se sont déplacés. On n'a jamais un membre du gouvernement français. Ouais. Je pense que ce serait très important que le ministre des Transports ou le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a présidé le dernier conseil de la reconstruction suite à la tempête Alex, se déplace pour prendre la mesure de ces difficultés et s'attelle à faire en sorte que ça aboutisse au niveau où ça doit se régler, c'est-à-dire au niveau intergouvernemental. C'est un sujet qui n'est pas dans les radars aujourd'hui. De notre point de vue, non. En tout cas, on ne voit pas de positionnement clair de la part des autorités de l'État. Et je remercie Denis pour la transition qui est servie sur un plateau. En parlant de radar et de relations internationales, où en est-on du fameux radar italien qui a tellement pourri la vie des habitants de la Roya ces derniers mois ? Ce radar, il est toujours là. Il flash toujours à 50 km/h dans une grande ligne droite où c'est quasiment impossible de tenir cette vitesse à 50 km/h. Donc tout le monde freine et on fait comme ça ? Je dis flash, mais en réalité, il ne flash pas. C'est aussi ce qui fait que beaucoup de gens se sont fait avoir et se sont fait prendre un grand nombre de fois. C'est parce qu'il n'y a aucune façon de savoir qu'on a été pris pour excès de vitesse. Aujourd'hui, ce radar a des conséquences économiques et sociales qui sont lourdes pour beaucoup de familles de la vallée de la Roya. J'ai un restaurateur de Breil-sur-Roya qui a reçu 28 contraventions pour des excès de vitesse à 55. Et on n'arrive pas à ranger ça, on n'arrive pas à dire on fait table rase de tous ces flashs et puis même si on conserve le radar, au moins rétrospectivement on annule les amendes. C'est ce que nous avons demandé. J'ai sollicité le maire de Vintimille à ce sujet. Je pense qu'effectivement il faudrait faire table rase. Il faudrait également voir pour rehausser ce radar. Le maire de Vintimille d'ailleurs l'a demandé à 70 km/h. Ça a été apparemment refusé par la préfecture d'Imperia. Et puis il y a beaucoup aussi d'usagers, d'automobilistes qui ont fait des recours contre ces contraventions. Ouais. Et je pense qu'il y a motif, notamment le délai d'envoi des contraventions qui fait que, n'ayant pas été informé de la première infraction, on l'a reproduit plusieurs fois, mais aussi le fait que ce radar se situe juste après un panneau de fin d'agglomération qui, en théorie, arrête la limitation à 50 km/h. Donc sur ces motifs-là, on pense que les recours ont de bonnes chances d'aboutir et on espère que ce sera le cas. On aura le verdict, j'imagine, dans les prochains mois. Mais au-delà de ça, il y a une question qui, pour moi, est beaucoup plus globale. C'est est-ce que cette route appartient à l'Italie sur le territoire italien et à la France sur la partie française, ou est-ce que c'est une route internationale ? Moi, je considère que cette route est une route internationale, et quand on prend une décision, d'un côté comme de l'autre, on doit le faire en concertation avec les autorités qui sont de l'autre côté de la frontière. Et ce n'est pas le cas pour le tunnel de Tende, ce n'est pas le cas pour les tunnels d'Airol, où on a eu 4 ans de chantier avec un lourd impact sur les habitants de la vallée de la Roya,
française, et c'est le cas aussi avec ces contraventions. On parle de vous-même, vous avez été coopération flashé, transfrontalière, mais on n'avance pas. Vous-même, vous avez été flashé? Non, moi personnellement, Vous non. roulez très raisonnablement alors. Je roule raisonnablement et lorsque j'ai vu cette caméra qui n'y était pas auparavant, je me suis dit que c'était peut-être effectivement un moyen de nous verbaliser. Donc j'ai aussi été prudent. Très bien. Donc le ministre des Transports aurait pas mal de choses à régler s'il venait dans la Roya. Hein. Oui, et puis au-delà de ça, on nous parle toujours effectivement de coopération transfrontalière, de construction européenne. Ouais, ça commence par ça. À chaque fois, c'est le chou, quoi. Ça commence par des petits sujets du territoire. Et ce qu'on mais qui sont des sujets de la vie quotidienne. Exactement. Et on constate que chaque fois qu'on est soumis à une situation un peu particulière, dans le domaine des transports, dans le domaine des flux migratoires, pendant la période de crise sanitaire, il n'y a plus aucune coopération, on coupe les ponts et chacun de son côté fait ce qu'il a envie de faire sans penser aux conséquences pour les gens qui sont de l'autre côté de la frontière. Je trouve que c'est extrêmement dommageable. Vous avez annoncé déposer plainte en diffamation et injure publique à l'encontre de Cédric Herrou. Vous visez une série de tweets du militant de l'accueil des migrants. Il avait écrit notamment à votre sujet, et on va découvrir ces phrases. « Il est maire de mon village, bébé Ciotti sevrait trop tard, parasite gonflé d'orgueil et d'argent public, sombre type d'un parti en ruine. 2 jours plus tard, il avait ajouté « Le maire surfe sur la tempête Alex, vallée détruite, habitants sinistrés ». En intentant une action en justice, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de faire de la publicité à Cédric Herrou et à ses propos ? C'est la question que je me suis posée et que beaucoup de mes amis m'ont posée également. Je pense qu'il n'y avait pas d'alternative, sauf à considérer qu'il est normal que certains individus, sous prétexte qu'ils ont une grosse audience et beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, puissent se permettre d'insulter les autres, d'insulter les élus. Moi, je me suis engagé effectivement dans un mandat électoral. À ce titre, effectivement, je peux être critiqué, c'est normal, ça fait partie de la vie politique, mais il n'y a aucune raison que j'accepte de me faire insulter, traîner dans la boue, diffamer, parce que en plus de la forme qui est, de mon point de vue, scandaleuse et qui tombe sous le coup de la loi, le fond est aussi totalement mensonger. Donc je trouvais normal de rétablir mon honneur sur un sujet comme celui-là, et surtout de faire comprendre à M. Herrou qu'il n'est pas au-dessus des lois, même s'il a pu par le passé avoir cette impression, et qu'il doit aussi s'arrêter dans la critique, qui est normale, lorsqu'il arrive au stade de l'injure et de la diffamation. C'était quoi vos relations avec Cédric Herrou jusqu'ici ? Parce qu'il y a 2 fortes personnalités là, sur un petit territoire, alors vu l'extérieur comme ça, on peut se dire, bon, ils ont trouvé chacun leur mode de fonctionnement. On ne partage pas les mêmes opinions politiques, et les combats qu'il a pu mener par le passé, que ce soit sur le fond ou que ce soit sur la forme, m'ont souvent dérangé. Cela étant dit, le jour où j'ai été élu maire, j'ai considéré que j'étais le maire de tous les Brélois. J'ai eu une multitude de rendez-vous avec lui. On a parlé de beaucoup de sujets autour du développement de l'association Emmaüs Roya. La mairie a toujours apporté à cette association son soutien. J'ai même proposé, ça n'avait jamais été fait avant, qu'Emmaüs Roya soit représenté au conseil d'administration du CCAS de Breil-sur-Roya. Et j'ai toujours fait en sorte qu'on entretienne de bonnes relations avec, comme seul objectif en ligne de mire, l'intérêt du territoire de la vallée de la Roya, l'action sociale sur ce territoire et le développement agricole, qui sont normalement les objectifs d'Emmaüs Roya. Manifestement... Ça avait commencé par un clin d'œil que vous avez fait d'ailleurs sur un message en disant merci à Cédric Herrou qui avait l'air convivial, enfin sympathique, n'avait pas l'air du tout... Effectivement, j'ai subi des accusations qui étaient totalement mensongères. On m'a accusé d'avoir incité ses voisins à fermer l'accès à sa propriété, alors que les voisins, ils étaient sur leur propriété, ils n'avaient absolument rien à me demander et je ne leur ai absolument rien dit de faire dans ce cas précis. Il m'a accusé d'avoir détourné avec la SAFER un terrain à usage agricole, alors même que le terrain en question, il a été racheté par la CARF, pas par la mairie, alors que je n'étais même pas maire à l'époque. Et ce terrain, il a toujours une vocation agricole, puisqu'on a 2 projets qui ont été déposés pour les financements de l'État suite à la tempête Alex, qui sont des projets agricoles, de pôle oléicole pour développer l'huile d'olive, et d'espace test agricole pour favoriser les installations. Donc ça veut dire que ça vient à la suite vraiment d'un certain nombre d'attaques, et là vous avez dit stop, quoi. Ah oui, c'était des accusations qui étaient totalement infondées, et encore une fois, j'ai laissé passer. C'est-à-dire j'ai répondu de façon factuelle lorsque Nice Matin m'a interrogé à ce sujet-là, et ensuite,
j'ai fait un petit clin d'œil lorsqu'on collait les affiches en soutien aux agriculteurs avec les jeunes républicains. J'ai marqué « Merci à Cédric Héroux pour ses encouragements » avec un petit smiley qui fait un clin d'œil, ce qui, je trouve, était une façon sympathique de répondre. Et derrière, je me suis reçu le parasite gonflé d'orgueil et d'argent public et le sombre type en pleine figure. Et il paraît que vous n'avez pas reçu que ça, d'après Éric Ciotti, vous êtes le victime d'une campagne de harcèlement à la suite de ça? Ah ben, c'est effectivement, suite à ces différentes publications. Et déjà, il y a 3 ans quasiment de ça, quand il y avait eu effectivement le conflit entre Cédric Héroux et ses voisins, j'ai reçu effectivement de la part des abonnés de Cédric Héroux une série d'insultes, d'accusations, de menaces même. Et je trouve ça totalement anormal de la part de quelqu'un qui effectivement a une grosse quantité d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il doit aussi avoir les responsabilités qui vont avec. Ça pourrit l'ambiance à Breil-sur-Roya, cette histoire? Non, à Breil-sur-Roya, pas du tout. La population, de ce que j'en ressens, et de façon très large, considère effectivement qu'on peut partager mes convictions politiques, ou on peut partager les convictions politiques de Cédric Héroux, mais qu'à un moment donné, rien ne justifie l'injure et la diffamation. Et effectivement, moi-même, je considère qu'on doit savoir mettre un coup d'arrêt à ces provocations. Personnellement, je n'ai jamais porté plainte contre personne et j'aurais bien aimé que ça continue ainsi. Voilà. Du coup, je suis obligé d'en venir à ça. Un peu plus de 3 ans après la tempête Alex, quelles sont les plaies qui restent à penser ? Alors aujourd'hui, on a retrouvé la plupart de nos voies de communication, ce qui était l'essentiel. Il n'y a plus d'habitants enclavés. Le département des Alpes-Maritimes a fait un travail considérable, 260 millions d'euros pour reconstruire les routes, les ponts de la vallée de la Roya. Il y a les 3 derniers ponts là qui sont en chantier, les 2 derniers ponts pardon, qui sont en chantier et qui vont être livrés dans le courant de cette année ou au tout début de l'année prochaine. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu principal, effectivement, au-delà du tunnel de Tende dont on a déjà parlé, c'est, en tout cas pour la commune de Breil, la reconstruction de nos infrastructures sportives et touristiques, puisqu'à Breil-sur-Roya, nous avons perdu à la fois le camping municipal, et je porte un projet de création d'un éco-village de tourisme qui pourrait être opérationnel pour cet été, mais qui n'aura pas la même capacité d'accueil, faute de foncier disponible, que le camping que nous avons perdu. Et aussi, dans la tempête Alex, nous avons perdu à Breil à la fois le stade de foot, la piscine, le terrain multisport, les terrains de tennis ont été fortement endommagés, et tout ça, effectivement, ça entrave la vie sportive et associative de la commune. Donc c'est les chantiers qui nous attendent dans les prochaines années. C'est la reconstruction de tous ces équipements qui sont importants, parce que c'est pas tout de pouvoir circuler dans la vallée de la Roya. Il faut avoir de bonnes raisons d'y vivre, au-delà de l'environnement, au-delà de la qualité de vie. Il faut aussi que la vie culturelle, sportive, associative puisse se poursuivre. Et donc c'est notre chantier aujourd'hui qui nous occupe et qui est beaucoup conditionné par à la fois le foncier dont on dispose et qui est très rare, et aussi par les contraintes liées au risque, parce que beaucoup des terrains sont à proximité de la rivière et on ne peut pas, et d'ailleurs on ne veut pas y faire tout et n'importe quoi. Donc c'est souvent des arbitrages, des études, des discussions pour trouver le meilleur équilibre et pouvoir reconstruire le plus rapidement possible. Aujourd'hui même, on s'attend à un nouvel épisode méditerranéen dans la région. Comment on vit chacune de ces dégradations météo dans les vallées aujourd'hui ? Dans l'immédiat, évidemment, c'est une source d'inquiétude, parce que on garde forcément le traumatisme de la tempête Alex. En même temps, le fait que depuis la tempête Alex, nous ayons eu maintenant un certain nombre de vigilances orange ou rouge, et aussi des épisodes qualifiés de méditerranéens, qui n'ont pas provoqué de dégâts particuliers, y compris d'ailleurs lors de la tempête Aline, dans la vallée de la Roya en tout cas. Tout ça fait que aussi les gens reviennent un peu à une situation antérieure à la tempête Alex, où ils se disent, bon, il peut y avoir des vigilances, y compris des vigilances rouges, sans catastrophe. Donc voilà, c'est important aussi de ne pas entretenir une forme de psychose, et le fait qu'il y ait plusieurs épisodes qui n'ont pas de conséquences graves, je pense que c'est plutôt quelque chose qui est de nature à rassurer les populations, même si ça ne doit pas baisser notre vigilance et les bons comportements qu'on doit adopter dans ces circonstances. On se souvient qu'au lendemain de la tempête Alex, on glorifiait l'action
l'adaptation, la réactivité de la métropole dans la vallée de la Vésubie. 3 ans plus tard, beaucoup des chantiers de la Vésubie sont encore en cours. On a le sentiment que les choses sont finalement moins vite que dans la vallée de la Roya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Charles Anginesi est plus fort que Christian Estrosi? Moi, j'ai toujours pensé que c'était un jeu particulièrement dangereux et malsain que d'opposer les vallées les unes aux autres ou de les comparer. On a des vallées qui sont très différentes, qui ont eu des dégâts très différents. Personnellement, j'ai été extrêmement meurtri par certaines déclarations qui ont été faites dans la vallée de la Roya par le président de la métropole, qui disait « Ah, quand je vois où vous en êtes, alors que moi, j'en suis aux finitions pour arriver jusqu'au Boréon ». Quand il disait ça devant 400 tendasques qui étaient encore dans la douleur, qui étaient encore coupés du monde, c'était terrible pour eux d'entendre ça. Et c'est d'autant plus terrible aujourd'hui quand on se rend compte que ce n'était pas juste et que finalement, dans la Vésubie, il y a aussi encore beaucoup de choses qui restent à faire. Donc je pense qu'on a plutôt intérêt à se garder d'opposer les vallées, parce que c'est sur le moral des populations que ça pèse tout ça, et de faire en sorte, chacun sur son territoire et chacun dans ses compétences, eh bien de faire le nécessaire pour que ces vallées se reconstruisent et puissent tourner la page de cette catastrophe. Et dans la Roya, effectivement, je crois qu'on n'a absolument pas à rougir du travail qui a été fait par le département des Alpes-Maritimes ou par la communauté d'agglomération de la Riviera française pour se reconstruire suite à la tempête Alex. Et Emmanuel Macron, lui, est-ce qu'il a tenu ses promesses dans les vallées? Oui. Force est de constater que l'État avait annoncé des financements conséquents, que ce soit au titre de la dotation de solidarité, que ce soit au titre du fonds Barnier, que ce soit ces enveloppes exceptionnelles pour la résilience ou pour les projets de redynamisation du territoire. Et la mise en œuvre d'une ingénierie aussi. Même si évidemment la mobilisation de ces financements dépend aussi de notre capacité, notamment au niveau des communes, à porter tous ces projets, y compris à les porter en termes de trésorerie, parce que c'est ça notre difficulté. Malgré tout, effectivement, les financements sont là et je crois qu'effectivement la solidarité nationale joue à plein pour nous permettre de nous reconstruire. Vous êtes un des maires de la communauté d'agglomération de la Riviera française, la CARF. Quel regard portez-vous sur les affaires judiciaires mentonnaises? Je trouve que c'est extrêmement dommageable parce que la CARF est, par la force des choses, intrinsèquement liée à l'actualité et à la politique mentonnaise. Et évidemment, toutes ces affaires ne donnent pas une bonne image du territoire de Menton et donc du territoire de la Riviera française. Disons que ça occupe beaucoup d'énergie chez beaucoup de personnes de réagir, de traiter ces affaires, de traiter leurs conséquences, y compris les démissions d'un certain nombre d'élus dans évidemment le fonctionnement quotidien de la CARF. Ça peut avoir des répercussions, même si aujourd'hui le président de la CARF a décidé, et c'est une très bonne chose, qu'on ait un directeur général des services qui soit propre à la CARF et qui ne soit plus mutualisé avec la ville de Menton. Et donc aujourd'hui, je pense que la CARF avance sur de bons rails en essayant de faire abstraction de tout ça, mais c'est évident que ça alimente une sorte de feuilleton qui n'est pas favorable à la sérénité dans laquelle on aimerait tous travailler. Quel rapport entretenez-vous avec Yves Juel, le maire de Menton ? On a des relations constructives de travail. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets en commun. Il est président de la CARF. La CARF exerce des compétences importantes, notamment dans le cadre de la reconstruction suite à la tempête Alex. Donc je crois aujourd'hui pouvoir dire qu'on travaille en bonne intelligence. Il aurait dû abandonner la présidence de la CARF. Dans l'intérêt du territoire. Je faisais partie de ceux qui pensaient préférable que le président de la CARF ne soit pas le maire de Menton. Et ce n'est pas forcément lié à la personne. Et effectivement, quand on voit effectivement l'actualité politique mentonnaise, on se dit que ça aurait aussi pu contribuer à scinder les choses. J'aurais aimé que ce soit vous. Mais moi, je n'avais pas forcément ce type d'ambition-là. J'ai été, rétrospectivement, j'étais en l'occurrence, suite au décès de Jean-Claude Guibal, la seule alternative qui s'est positionnée face au maire de Menton. Donc j'ai proposé. Et puis bon, les maires ont fait le choix de garder le maire de Menton comme président de la CARF. Je le comprends parfaitement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il doit démissionner, Yves Juel, au vu de tout ça ? Je n'ai pas, j'ai pas d'opinion à émettre là-dessus. Pas non, hein. Vous dites pas non, hein. Je dis pas non. Je pense qu'à partir du moment où on l'a élu à la présidence de la CARF et que les affaires, en l'occurrence, sont au niveau de la commune de Menton, je pense que c'est plutôt aux élus mentonnais de s'exprimer là-dessus que moi. Nous, au niveau de la CARF, aujourd'hui, les choses fonctionnent à peu près correctement et donc il n'y a pas de raison que j'appelle à la démission du président.
On va parler d'une autre personnalité du secteur, Alexandra Masson, qui est la députée Rassemblement National de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, donc la députée notamment de Breil-sur-Roya. Quel rapport entretenez-vous avec elle ? J'entretiens des relations tout à fait correctes, cordiales, de travail. Meilleure que sa prédécesseur macroniste ? Je travaillais également bien avec Alexandra Valletta-Ardisson. Finalement, on a des relations qui sont assez similaires, c'est-à-dire qu'on fait remonter nos problématiques et de façon générale, elle s'en empare pour les porter au niveau national. La députée récemment est intervenue sur le tunnel du col de Tende. Elle est intervenue pour me soutenir suite aux attaques de Cédric Herrou. Alexandra Valletta, dans l'après-tempête Alex, a été aussi très présente à nos côtés. Donc voilà, je pense que chacun remplit son rôle et notre devoir, c'est de travailler en bonne intelligence au-delà des divergences dans politiques. L'intérêt général. Qu'est-ce qui distingue encore les Républicains du Rassemblement national aujourd'hui ? Je pense que déjà, il y a une crédibilité. Enfin, je pense qu'objectivement, si on constate les évolutions idéologiques du Rassemblement national depuis un certain nombre d'années, on a du mal à savoir dans tout un tas de domaines, et en particulier dans le domaine économique, quelle est la politique qu'ils vont mettre en œuvre et quelles sont leurs réelles compétences dans ce domaine du développement économique. Donc vous dites, il n'y a pas de programme économique, parce que souvent les élus LR disent on n'a pas les mêmes visions de l'économie, mais vous dites finalement ils n'en ont pas, la vision, il n'y a pas de programme économique. Manifestement, il n'y a pas de vraie colonne vertébrale, plutôt une forme d'opportunisme au niveau du Rassemblement national. Et en plus de ça, il y a quand même une différence fondamentale entre les Républicains et le RN, c'est que les Républicains prennent leurs responsabilités. Ils sont présents dans les différentes assemblées dans lesquelles ils siègent, ils proposent, ils prennent des positions. Il n'y a qu'à constater, on s'approche d'élections européennes, le bilan du Rassemblement national au Parlement européen, c'est 0, contrairement à François-Xavier Bellamy qui a été extrêmement présent sur plein de sujets. Moi, je ne conçois pas la politique uniquement comme des effets de tribune à l'approche des élections. Et effectivement, ensuite surfer sur des vagues de mécontentement. Je pense que la politique, c'est du travail au quotidien, même quand on est dans l'opposition, pour proposer une alternative crédible. Je pense que les Républicains sont une alternative crédible que le Rassemblement national n'est pas. On reproche souvent à Éric Ciotti d'ancrer les Républicains trop à droite, trop à l'extrême droite, trop dans le sillage du Rassemblement national. Est-ce que c'est aussi votre point de vue ? Je pense que la droite doit porter une politique de droite. Et je pense que pendant longtemps, on a tergiversé, on a essayé de ne pas trop mécontenter la gauche. Et donc, on a abandonné un certain nombre de principes, d'idées, d'actions dont le Rassemblement national s'est emparé. Voilà. C'est lui qui a dévié petit à petit, finalement, plus que vous. Je pense que les Républicains doivent tenir une ligne politique de droite. Et si on le fait, on ne laisse pas d'espace au Rassemblement national, comme ça a été le cas pendant longtemps. Et je pense qu'Éric Ciotti adopte la bonne ligne politique, celle qui est attendue par nos électeurs, parce qu'évidemment, je les côtoie au quotidien sur le terrain, et moi-même j'en suis un. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra reconquérir, en portant des idées fortes, de droite, ferme, notamment sur l'autorité, notamment sur la baisse de la fiscalité. En l'occurrence, si on le promet, il faut que quand on est aux responsabilités, on le fasse. Et on le voit localement, c'est le cas. Au département, on mène une politique qui est tout à fait conforme à nos engagements. On a baissé les impôts, on a désendetté. Il faut que quand on arrive au pouvoir au niveau national, si on arrive dans le futur, et je le souhaite, eh bien, on fasse ce qu'on a dit. Et pas comme ça a été fait par le passé, où quelquefois on faisait campagne bien à droite, et quand on était au pouvoir, on avait un peu la main qui tremblait. Je reviens à la visite d'Emmanuel Macron en 2020, juste après la tempête Alex. Je me souviens de photos où on voyait tous les deux. Il y avait une forme de respect assez fort qui émanait de votre face-à-face. Pourquoi vous n'êtes pas macroniste ? Parce que je considère que ce n'est pas la politique qu'il faut pour notre pays. D'abord, j'ai suivi d'assez près la campagne électorale d'Emmanuel Macron en 2017 et je ne savais pas quelles étaient ses idées. J'avais l'impression que c'était le vide de la pensée, en réalité, et qu'il y avait juste des discours très creux pour essayer de ratisser le plus large possible. Moi, j'aime bien qu'on prenne des engagements clairs, fermes, nets, et pour moi, la Macronie, c'est un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche, pas de colonne vertébrale idéologique, et à la fin, ça se traduit quand même beaucoup par une politique qui consiste à augmenter la dépense publique, augmenter la fiscalité et ne rien faire comme action vraiment forte dans le domaine de la sécurité et du rétablissement de l'autorité. Donc voilà, je ne suis pas macroniste parce que d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire être macroniste. Alors avant de terminer, on passe à la question perso.
Frédéric Maurice. Est-ce que, comme la députée de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, Christelle Dintorni, vous ne souhaitez plus être qualifiée de ciotiste ? Non, moi je considère que j'ai beaucoup appris en politique au contact d'Éric Ciotti, qu'encore aujourd'hui j'ai beaucoup de chance de pouvoir compter sur son soutien. Et encore récemment, il est intervenu au plus haut niveau pour essayer de débloquer un problème que nous avons à Breil-sur-Roya avec des mouvements de terrain qui impactent une grande partie du centre historique. Et je suis très content de pouvoir compter Éric Ciotti parmi mes soutiens dans mon action quotidienne d'élu local. Et je considère par ailleurs être globalement sur sa ligne politique. Donc ça ne me dérange pas d'être qualifié de ciotiste. C'est le meilleur du parti aujourd'hui, Éric Ciotti ? Je pense qu'Éric Ciotti a une force principale, c'est que c'est quelqu'un de droit et de conviction. Vous savez, moi j'ai appris la politique en grande partie avec lui et je l'entendais toujours dire, moi je préfère perdre avec mes idées que gagner avec celles de mes adversaires. Moi je pense que ça honore la politique. Ce qui crée ce désamour auquel on assiste aujourd'hui, c'est ces élus qui changent d'idée tous les 3 jours ou qui disent une chose et qui font le contraire. Éric Ciotti c'est quelqu'un de droit et rien que pour ça j'ai énormément de respect pour lui et je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup à notre famille politique, comme il apporte beaucoup encore au département des Alpes-Maritimes et à l'Assemblée nationale dans le cadre de son mandat parlementaire. Beaucoup, ça veut dire très loin, c'est-à-dire qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout. Souvent on le dit, il se cache un peu derrière Laurent Wauquiez, on dit que ce sera notre candidat présidentiel. Laurent Wauquiez, on ne sait pas très bien où il est. Finalement, vous dites Éric Ciotti, on sait où il est, ça veut dire que c'est lui qui aujourd'hui incarne le mieux ce parti, qui devrait aller jusqu'au bout ? Je pense qu'Éric Ciotti est la bonne personne pour présider les Républicains. Je pense que Laurent Wauquiez est quelqu'un de qualité qui a sans doute l'étoffe et la bonne ligne pour être président de la République. Et je pense qu'Éric Ciotti aurait raison de soutenir Laurent Wauquiez s'il estime que c'est le meilleur choix. Et je serais tout à fait disposé à soutenir aussi Éric Ciotti si lui-même nourrissait l'ambition d'être candidat à l'élection présidentielle. Bon, ben on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. Merci beaucoup Sébastien Olaran, merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée et bon week-end à tous.